Cet épisode a reçu le soutien d'Ethic Hotel, le tout premier sponsor du podcast. Ethic Hotel est une plateforme collaborative qui facilite l'accès au tourisme durable pour tous, ayant pour mission de créer une communauté entre les voyageurs et les professionnels du tourisme durable. Ethic, avec un K-hotel au pluriel.com, répertorie des hébergements éco-responsables aux quatre coins du monde, tels que des hôtels, des écologes, des guest-house, des campings, des hébergements insolites et de l'agrotourisme. Ethic Hotel développe également des partenariats avec des agences réceptives locales pour ceux qui ne souhaitent pas organiser leur voyage seuls et souhaitent une offre responsable, personnalisée et clé en main. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Pour Noël, Ethic Hotel vous dévoile sur son compte Instagram un calendrier de l'Avent mettant en avant des hébergements éco-responsables en France et en Europe, où il est possible d'acheter des bons cadeaux. Et si nous offrions à nos proches des moments à vivre après cette année confinée, tout en apportant notre soutien pour 2021 à ces établissements qui sont fortement touchés par le manque d'activité de cette année si spéciale. Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Après des mois à essuyer des refus dans leur recherche de biens immobiliers, Manon et Florian décident d'arrêter de s'acharner et réfléchissent à ce dont ils ont vraiment envie. Le besoin de lâcher prise dans leurs jobs respectifs et de changer d'air les pousse à réserver des billets d'avion pour l'Amérique centrale. Florian, ayant été fortement impacté par un de ses voyages humanitaires, se rappelle alors cette envie de toujours de découvrir le Costa Rica. Ayant tous deux envie de se retrouver proches de la faune et de la flore, ils s'inscrivent en tant que bénévoles dans un centre de soins et de réinsertion d'animaux blessés ou sauvés du braconnage au Costa Rica. Manon revient sur ses missions avec les paresseux, les toucans et les bébés singes. Florian nous raconte son expérience incroyable avec les singes adultes du centre. Ensemble, nous revenons sur les protocoles mis en place dans ce genre de centre et notamment les méthodes pour apporter des soins aux animaux tout en leur apprenant à se méfier de l'homme et à les aider à retourner dans leur habitat naturel. Manon et Florian nous livrent un témoignage puissant sur ces rencontres qui forcent l'humilité face à la beauté de la nature et aux ressemblances frappantes qu'ils ont observées entre l'animal et l'homme. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Manon, salut Florian, bienvenue dans le podcast. Hello, merci beaucoup. Je vais commencer par vous demander de vous présenter, donc chacun votre tour, donc prénom, âge, votre ville d'origine et votre parcours pro dans les grandes lignes. Et ben du coup, moi je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et à la base je viens de Grenoble. Brièvement, mon parcours, c'est surtout en fait surtout dans la communication et particulièrement digitale, événementielle. J'ai déjà pas mal vagabondé grâce à mes études parce que finalement j'ai étudié partout sauf à Grenoble en fait. J'ai été à Ah ouais. Annecy, à Saint-Étienne, à Milan, à Lyon. Finalement j'ai décidé de poser donc mes valises en 2016 à la suite de mon master. Et je bosse depuis en tant que freelance, en tant que social media manager et plus globalement chef de projet de communication à mon compte. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, on va dire, avec la situation actuelle et cette crise sanitaire, mais c'est mon job à plein temps, disons. Et donc, Florian, je suis né à Lyon, je vis à Lyon, j'ai pas fait mes études ailleurs qu'à Lyon. D'accord. J'ai commencé dans une filière scientifique, médecine, paramédicale et compagnie. Et j'ai totalement bifurqué pour aller dans le secteur du BTP. Et je suis actuellement associé avec mon père dans une petite PME d'électricité générale.
D'accord. Et ton âge, t'as oublié de dire ton J'ai âge? Tu 29 ans, caches ton pardon. âge? Excuse-moi. Ouais, il le Parce que cache, j'en ouais. suis pas fier, j'en arrive sur la trentaine, ça me fait flipper, C'est- donc je le cache. J'ai 17 ans. J'aurais besoin de l'autorisation de tes parents pour participer au podcast, s'il te plaît. Donc on va parler un petit peu de votre background voyage. D'où vous vient à chacun, cette passion du voyage? Est-ce que c'est plutôt dans l'enfance ou est-ce que c'est arrivé, plus sur le tard? Bah, moi, je crois que clairement, je peux dire que c'était dans l'enfance parce que j'avais un gros problème avec mes parents qui me disaient souvent mais pourquoi t'as envie d'être plus dehors qu'à la maison? Il y a un problème avec ça. Et effectivement, j'avais tout le temps l'envie de vagabonder, de découvrir. J'avais une grosse soif de curiosité déjà étant très jeune. Je suis fille unique, donc j'avais tout de suite ce réflexe d'aller tout de suite à la rencontre de l'autre. J'étais tout de suite à l'aise avec ça et j'ai toujours eu envie de découvrir plus, de découvrir plus loin surtout. Et c'est vrai que très jeune, dès le collège, je me disais de toute manière, il y a un de ces jours où je prendrai le sac à dos et je me barrerai voyager quelque part, c'était sûr. Ah ouais, Et d'accord. effectivement, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages déjà grâce au scolaire, parce que quoi qu'on en dise en France, on a quand même cette chance dans pas mal, selon les écoles bien sûr, mais c'est vrai que voilà, généralement tu as souvent les petits échanges en Angleterre, ou du moins dans des pays européens aussi, en Italie, en Espagne, c'est la chance que j'ai Ouais. eue. Et puis je parlais par exemple notamment de cette année que j'ai fait à Milan. C'est 6 mois plutôt d'Erasmus pendant mes études en licence, qui ont continué de confirmer pour moi cette envie voilà, de partir quelque temps de France, vraiment voyager, sortir de ma zone de confort. Et moi, je pense que ça s'est fait plus petit à petit. J'ai eu la chance avec mes parents de pouvoir un petit peu voyager en Europe principalement, mais un petit peu aussi République dominicaine, Sénégal, enfin de pas mal voyager, de prendre ce goût-là. Et ça s'est confirmé, et ben justement quand j'ai changé de voie scolaire, où je suis parti faire de l'humanitaire au Burkina Faso pendant quelques semaines. Et je pense que c'est là vraiment où je me suis dit que c'était juste génial de sortir des capitales que tu visites en général. Voilà, tu vas voir en Espagne, tu vas voir Barcelone, Madrid, tu vas. Non, là, on était parti au fin fond de la Cambrousse du Burkina Faso, installer des panneaux solaires pour tout te dire sur des écoles et des centres de soins. C'était juste génial. Et je pense que ça a commencé vraiment à ce moment-là à trotter un petit peu au fond de ma tête que je repartirais pour un peu plus longtemps. Comment est-ce que vous vous êtes, rencontrés tous les 2? Oula, Est-ce que tu veux un cliché servi sur un plateau? Tu vas l'avoir. Allez. Eh ben écoute, alors, ce sera pas pour nous les applis Tinder et compagnie. On a fait encore plus cliché, mais un peu plus old school. On s'est rencontrés en boîte de nuit, en discothèque, Ah bah, dans comme moi un. et mon copain, c'est Et marrant. ben voilà. Ah bon, ça Et va. ben, je Ça suppose va. que tu as cette image des personnes totalement sobres, bien sûr, Ah bah oui. à une heure très 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 avancée dans la nuit, et qui se rencontrent ainsi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Qu'on a échangé nos numéros, en on a tout cas. échangé nos numéros. Et Exactement. puis, voilà, quelques mois après, nous avons décidé de nous revoir. À l'occasion du Festival des Nuits Sonores à Lyon, toujours Ah! festif. D'accord, ouais, Et c'est ici sympa. Oui. que l'évidence, je crois, est née. On peut parler de ça. Ouais, totalement. Totalement. Et qu'effectivement, en une semaine, les choses étaient décidées, conclues entre nous. Nous Oui. allions nous mettre ensemble. Waouh. Et alors du coup, vous avez une passion, commune pour, l'aventure et les animaux, c'est bien ça? Alors oui, j'ai un petit détail que je trouve quand même assez fou, et peut-être que dans ces moments-là, on peut se dire que la vie est bien faite, mais moi, il se trouve que j'avais un projet professionnel à ce moment-là avec un monsieur qui était l'un de mes clients dans le cadre de mon activité professionnelle, qui avait pour projet de partir au Nicaragua. Et il se trouve que je devais le suivre là-bas pour sa communication en fait. C'était une personnalité sportive. Et en fait, il se trouve qu'en rencontrant Flo, évidemment, ça remet un petit peu en cause le projet. Sauf que finalement, en discutant, Flo avait confié un de ses rêves qui était de partir au Costa Rica. Moi, c'était du moment que les voyages sont arrivés un petit peu dans ma tête, le Costa Rica collait vraiment avec tout ce que je voulais voir et découvrir, autant sur le côté nature que sur le côté animaux, que sur le côté mentalité, que sur le côté politique, que sur le, enfin, ça collait vraiment avec tout.
bizarrement, le Nicaragua et le Costa Rica sont voisins frontaliers. Donc finalement, ça collait pas trop mal. Ça a commencé à faire mûrir un projet, en fait, dans notre tête, finalement. Parce que oui, Manon l'a gardé en tête, a toujours gardé en tête ce moment où elle devait partir au Nicaragua. Que je n'ai pas fait, et qu'elle n'est jamais allée. Et c'est vrai que depuis le jour où on s'est rencontrés, l'idée d'y aller quand même pour pallier ce manque et se dire bon, c'est pas parce qu'on s'est rencontrés que tu n'iras pas voir le Nicaragua. C'est resté et finalement ça s'est construit un petit peu, le voyage, ce projet-là s'est construit un petit peu autour de ça. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie ou avant ce départ au Costa Rica? Ça nous trottait en tête, hein, bien sûr, mais il y a eu quand même un élément déclencheur en particulier. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé, mine de rien, de s'intégrer à la ville lyonnaise et à vouloir construire quelque chose sur Lyon à deux, notamment de vouloir acheter au niveau immobilier. Et en fait, après beaucoup de recherches, même des mois de recherche, je pense. D'échecs. Ouais, une grosse suite d'échecs, de dossiers non acceptés, de personnes qui avaient des meilleurs dossiers que nous, de personnes... Enfin bref, un ras-le-bol général et, qui nous a fait nous dire un jour, et c'est véridique, sur un coup de tête, on allait s'installer à Lyon sur un banc pour manger une glace et on s'est dit viens on part. Et on a pris nos téléphones et on est allé sur je sais plus quel site de recherche de billets d'avion et on a réservé nos billets d'avion comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord. C'était un vrai coup de tête, ouais, Voilà. à la suite. Mais professionnellement, vous en étiez où à ce moment-là? Et Manon, toi tu venais de lancer, enfin t'étais bien dans ton activité. Je commençais à ne plus voir de sens dans mon boulot. Je commençais à vraiment développer même de l'angoisse à l'idée de continuer ce travail qui, par moment, selon les clients ou les prospects que je pouvais avoir, je n'étais pas en phase avec les valeurs de ces entreprises-là. Et ça a commencé vraiment à nourrir une certaine angoisse chez moi, de mon environnement, de mon cadre de travail, une incompréhension, un manque de sens. Voilà, pourquoi j'en étais arrivée là. C'était une période assez compliquée personnellement. Et il se trouve que conjointement, finalement, Flo se posait aussi quelques questions. Moi, je me posais des questions, mais j'étais quand même... ça faisait 3 ans que je bossais avec mon père. Ça a été un peu plus compliqué de se dire que j'allais partir parce que la peur de la déception de mon père, la peur de le laisser un petit peu, mais un peu dans la merde au niveau professionnel, au niveau de la charge de travail, au niveau des responsabilités, au niveau de nos employés. De la culpabilité. Totalement, vraiment. Et jusqu'au dernier moment, et même pendant qu'on était là-bas, il y avait quand même ce petit sentiment de culpabilité de me dire que voilà, il m'avait laissé partir parce qu'il a fallu quand même lui annoncer coucou papa, je m'en vais. Ça a pas été simple non plus cette partie-là, mais il y a beaucoup de monde autour de nous qui sont là quand même aussi pour nous dire et nous le rappeler que c'est notre vie, que tu ne dois pas prendre des décisions par rapport à telle ou telle personne qui eux ont déjà fait leur vie ou l'ont déjà bien commencé ou sont déjà bien installés dedans. Ça a été compliqué, mais je lui ai annoncé et on est parti. Vous vous dites, on va arriver au Nicaragua et improvisation, quoi. Pas loin. Ouais, pas loin du tout, ouais. Ah ouais. Non, en fait, il y a quand même une chose qu'on a quand même prévu finalement quand on regarde, c'est le Costa Rica. Parce qu'une fois qu'on a quand même pris ses billets sur un petit coup de tête, l'adrénaline est un peu redescendue, mais on s'est dit, ok, là on vient de prendre des billets quand même pour un pays qu'on ne connaît pas. Allez, simple. Va peut-être falloir regarder un petit peu quand même dans les détails, quoi, histoire de savoir ce qu'on veut faire. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, je m'en souviens encore, on était dans notre canapé, on s'est regardé, et on s'est dit, mais pourquoi pas envisager les trucs les plus fous, en fait, des trucs qu'on ferait jamais ici. Et on a commencé à se lister un petit peu, faire une sorte de liste d'envies, sans être sûr qu'on pourrait les réaliser. Mais parmi ces envies-là, il y a eu cette envie d'être au plus proche, le plus en contact possible avec la nature sauvage du Costa Rica. Ouais. Et pourquoi le Costa Rica en particulier ? Parce que c'est un pays qui est mondialement réputé pour sa faune et sa flore exceptionnelle. Et pour la protection de sa faune et sa flore. Et pour la protection, tout à fait. L'animal a une place, a un statut qui est quasi égal à celui de l'homme au Costa Rica. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Toutes les choses moi, qui me plaisaient sur ce pays, ça en fait partie. L'animal a réellement une place à part là-bas. Et ouais, c'est à partir de ça qu'on a construit finalement, une fois qu'on avait listé toutes nos envies. Mais
de trouver notre volontariat là-bas. Tout à fait. On a regardé sur un site que je recommande aussi beaucoup pour les voyageurs, c'est Workaway, qui est quand même assez connu maintenant. Généralement, voilà, beaucoup de gens vont s'y inscrire et tu vas pouvoir trouver des volontariats dans le monde. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ce centre, le Jaguar Rescue Center, qu'on a vu qu'on allait qu'il y avait la possibilité d'être en contact avec des singes, des paresseux, des reptiles, des oiseaux exotiques, des tortues. Enfin, ça nous a mis des étoiles dans les yeux, quoi. Ouais, donc on a fait notre dossier, ils nous ont proposé des dates qu'on a acceptées directement. Ouais, donc tout ça, faut le prévoir avant, du coup. Et c'est vraiment la seule chose qu'on a prévue. Enfin, il y avait les vaccins à faire, un dossier à remplir, une participation financière à apporter. Oui. Et une fois que tout ça a été validé, donc on avait nos dates de volontariat dans ce centre et le voyage s'est construit autour de ces dates-là. Et du coup, vous êtes parti combien de temps? À la base, on n'était pas censé partir 6 mois. Et au final, on est resté presque 9 mois. Ah ouais. En fait, on s'est dit au début, on va effectivement planifier tel et tel pays parce qu'il y avait, par exemple, des vraies volontés de se dire, par exemple, en Équateur, il y a tel sommet qui est réputé, le Cotopaxi, on va y aller, on va le faire. Mais on s'est quand même dit aussi, suite au conseil de nombreux voyageurs qu'on a eu autour de nous, notamment je pense à Geoffrey et Manon, de se laisser porter. C'est ça le voyage aussi, de se laisser porter au gré des rencontres, au gré des envies. Et ça n'a pas manqué parce que dès qu'on est arrivé au Nicaragua, on avait prévu quand même 10 jours dans un endroit assez paradisiaque sur la côte pacifique pour se reposer et se ressourcer. Mais à la fin à de ces San 10 Juan jours, del Sur, d'ailleurs, je San conseille Juan del à Sur. tout le monde, si C'est vous voulez faire du exceptionnel. surf et vivre tranquillement, Ah là allez là. là-bas, c'est la vie. Donc vous aviez quand même prévu un petit moment de Ouais, le début, déconnexion exact. et de... Ouais. De jet lag. De jet lag. De jet lag. Ouais. Parce que ça, quand même, on a mis des jours à s'en remettre, faut le dire. C'est vrai que oui, il y a 9 heures de décalage, c'est ça? On était fracasse. Nicaragua, c'est 7 ou 8, je me rappelle plus, si après tu... Je me rappelle plus. 7 ou 8, Je ouais. crois que c'était ça. C'est entre 7 et 8 heures, ouais, en tout cas. Et en plus, forcément, Manon, qui finissait, entre guillemets, son activité, tous ses derniers dossiers, ses derniers contrats, donc à fond avant de partir. Moi, pareil, il fallait préparer les 6 mois de voyage, donc à fond au niveau pro avant de partir, plus les préparations au niveau de notre appartement, qu'on a laissé quand même en location pendant 6 mois, plus les bagages, plus les affaires, plus... On arrivait là-bas, on était cramés. Décalqué. Totalement cramés. Et du coup, il nous a bien fallu, je pense, 2-3 jours avant de commencer un peu à prendre conscience. Ah ouais, déjà, ne serait-ce que prendre conscience, un tel voyage, que c'est pas des vacances. Quand on a commencé à entendre les singes, on s'est dit on n'est plus chez nous. Ouais. Ah, ça c'était chouette. C'est vrai. Les premiers matins, 5h du matin, et ben on entendait les singes hurler. Les singes hurleurs d'ailleurs, on les appelle comme ça. D'accord. Et là on s'est dit waouh, ça y est, ça se concrétise, on y est quoi. Mais du coup, ouais, on avait ces 10 premiers jours-là qui étaient réservés. Enfin, d'abord, c'était une semaine qui se sont transformés en 15 jours parce qu'on y était trop bien. Il y avait que ça qui était préparé. Et puis après, on a renfilé le sac à dos. Et puis on s'est dit, allez, c'est parti. ouais. Les vacances sont terminées, le voyage commence. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. C'est aussi un peu le sas de décompression entre votre vie d'avant et... Tout à fait. Ouais, carrément. Cette nouvelle aventure aussi. Carrément. Tout à fait. Parce qu'on s'est retrouvés en plus avec des Européens qui tenaient cet endroit magnifique où on était. Hollandais, c'est ça? Ouais. Ouais. Et du coup, il y avait quand même qui avaient aussi beaucoup voyagé avant de s'installer au Nicaragua, des jeunes d'une trentaine d'années. Et il y a eu un vrai échange. Et comme tu dis, ça fait vraiment sas de décompression entre le moment où on est arrivé là-bas et le moment où on a commencé à profiter et à découvrir. Il y a eu un petit moment d'adaptation quand même. À quoi vous vous attendiez concrètement pour cette mission au Jaguar Rescue Center? Alors franchement, sûrement pas ce qu'on a vécu. Ouais, en tout cas. franchement, je savais, enfin en tout cas on savait que ça allait être sympa parce qu'on avait lu beaucoup de choses, regardé beaucoup de choses, mais vraiment je m'attendais pas, pour ma part, à ce que ce soit aussi cool. Et je dis pour ma part parce qu'on n'a pas vécu vraiment la même chose, pas les mêmes missions, même pas des fois les mêmes horaires. Enfin on était pas tout le temps ensemble, même jamais ensemble en fait quasiment pendant toute la mission. Ouais, pour ma part, je m'attendais pas à un truc aussi dingue que ce que j'ai pu vivre. Pour ma part, je m'attendais pas à ce qu'on ait un contact aussi proche des animaux sauvages. Parce que ce centre est réputé pour ça au Costa Rica.
ils ont une vision de la relation entre l'homme et l'animal qui est assez différente des autres centres qui vont plutôt imposer une distanciation entre l'animal et l'homme. Dans ce centre-là, ils ont une vision assez différente qui va être beaucoup plus intuitive, beaucoup plus dans la sensation, sans pour autant qu'il y ait une vraie empreinte de l'homme sur l'animal, Ça en ne devient pas ton conservant animal de sa compagnie. part sauvage. Ça Voilà, devient pas ton animal de compagnie, mais tu peux être proche de lui c'est ça. jusqu'au moment où il faut le relâcher. Parce que le but de ce centre, c'est comme celui-ci, hein, c'est pas un zoo. C'est un centre qui a pour but de recueillir les animaux sauvages blessés ou abandonnés ou récupérés parce qu'ils allaient être vendus pour du braconnage ou autre. Le but, c'est celui-ci, c'est de récupérer ces animaux-là, de les soigner et de tout faire pour les réinsérer dans la nature. Mhm. Le but premier, c'est quand même celui-ci. Malheureusement, certains sont trop amochés ou trop habitués à l'homme, donc ils restent sur place. Mais le but, ça reste celui-ci. Le Jaguar Rescue Center porte ce nom parce que c'est le tout premier animal qui a été recueilli par le créateur de ce centre qui malheureusement aujourd'hui est décédé. Mais voilà, en hommage à ce premier animal, il a décidé de l'appeler comme ça. D'accord, ok. Il y a quand même un objectif en 4 semaines, notamment pour le programme des volontaires. Quand tu es volontaire au Jaguar Rescue Center, généralement, c'est 4 semaines. Tu vas passer 3 semaines dans le centre à prendre part à la vie aussi bien, je dirais, bipède du centre, Oui. c'est-à-dire vraiment les tâches ménagères, les tâches qui sont liées à l'alimentation des animaux, qui sont liées donc ménagères du centre, mais aussi des enclos. Et puis, tu vas avoir aussi des tâches liées au bien-être animal. Donc, passer du temps avec lui, passer du temps à le soigner. Ça, c'était quand même moins notre cas parce que ça concernait plutôt les volontaires spécialisation vétérinaire, exactement. Et puis, il y a une dernière semaine, la 4e semaine, c'est une semaine qui se déroule en dehors de ce centre. Cette semaine-là se déroule au centre qu'on appelle la Ceiba, qui est en plein milieu de la jungle. Ce centre a été construit pour vraiment la dernière phase de libération des animaux. J'utilise peut-être pas le bon terme. Si, c'est ça. C'est pour qu'ils soient le plus loin possible du contact humain. On les amène en plein milieu de la forêt qui est entre le Panama et le Costa Rica. Ah ouais. Pour vraiment, ils rentrent vraiment en dernière phase de release. J'ai pas le mot c'est français ça, c'est de pour dire ça, relâchement. mais C'est un relâché, je crois. Oui. où là, de plus en plus, l'humain a de moins en moins, du coup, d'impact et de Il faut couper les liens totaux avec l'animal. Total. Et là, c'est vraiment une phase d'observation, de patience, dont on te parlera après, hein, mais plus en détail. Ouais. Mais ça a été une semaine incroyable aussi pour nous. Incroyable. Vous aviez chacun un secteur d'activité différente dans le centre. Est-ce que vous pouvez chacun nous dire un petit peu ce que vous faisiez? J'étais plus souvent avec les paresseux, avec les toucans et avec les bébés singes. Dans le centre, il faut savoir que uniquement les femmes peuvent s'occuper des bébés. C'est qu'une question d'hormones, tout simplement. Ah ok. Les bébés sont effrayés par les hommes, sont effrayés par l'odeur, en fait, trop de testostérone, en fait, l'odeur masculine. Et comme tout bébé, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'attention. Et comment te dire, c'était craquant, quoi. Voilà, tu peux que fondre devant des bébés singes qui s'agrippent à toi, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller se nicher dans ton cou, là où il fait chaud, sous tes cheveux. Alors, faut pas avoir peur d'être sale, parce qu'un bébé porte bien son nom. Et un bébé, ça fait ses besoins quand il en a envie, n'est-ce pas? Et mes tâches en particulier, voilà, étaient de pouvoir m'occuper de ces bébés-là. Donc quand je dis m'occuper, c'est tout simplement être assise. Comme l'a très bien dit Flo tout à l'heure, ce ne sont pas des animaux de compagnie. Donc il ne faut pas avoir un comportement comme un animal de compagnie. C'est-à-dire pas de caresses, c'est-à-dire ne pas l'influencer dans son comportement. C'est con, mais il faut se mettre un peu à la place d'une maman singe, en fait. Tout te à dis fait. Comment je lui apprendrais à grimper à un arbre, comment je lui apprendrais à se battre, comment je lui apprendrais à sauter. Et du coup, c'est un petit peu ça de ce que je voyais moi de l'extérieur. Parce que du coup, j'ai jamais eu accès au bébé singe. Donc, tu ne pouvais pas. Et ce qui était très important aussi, c'était de se relayer. Il ne faut surtout pas qu'un bébé singe soit habitué à la même femme. Ah ouais.
parce que sinon le déchirement va être beaucoup plus intense, ce moment de séparation. Donc il faut mélanger les odeurs. En fait, il y a un vrai comportement animal qu'il faut avoir dans ce centre. C'est ça qui était très intéressant aussi pour nous, c'est qu'on en oublie un petit peu nos habitudes humaines pour vraiment revenir à l'état un peu primitif, donc et se comporter vraiment comme pas comme des animaux, mais en tout cas se mettre à leur Si, se hauteur. mettre à la place. Ouais. Et effectivement, un bébé singe pouvait du coup être au moins 4 ou 5 femmes pouvaient s'occuper en 4 heures d'un bébé singe. Voilà, pour un petit peu finalement le perdre dans ses odeurs et qu'il ne s'acclimate pas à une seule personne. Ouais, il y a un vrai protocole qui est mis en place. Exactement, Ouais. exactement. C'est hyper. Il y a quand même les encadrants qui sont là-bas sont tous vraiment des passionnés de l'animal en général, mais ouais, dévoués, c'est impressionnant. Ils comptent pas leurs heures. Ils sont là-bas en permanence. C'est impressionnant le lien qu'ils ont réussi à tisser avec certains principalement des singes, parce que ceux qui restent là-bas longtemps, finalement, c'est souvent des singes à qui il est arrivé des choses et qui ne peuvent pas rentrer dans la nature. Mais le lien qu'ils créent, il est vraiment impressionnant. Et oui, donc du coup, il y a ces personnes qui nous ont expliqué beaucoup de choses sur tous ces protocoles à suivre, sur toutes ces choses à ne pas faire. C'est hyper intéressant. Il y a des chercheurs, des médecins et puis des bénévoles passionnés. C'est tenu par qui du coup? Initialement, comme expliqué tout à l'heure Manon, c'est un homme dont je ne me rappelle pas du nom qui a créé ce centre. À l'heure actuelle, c'est sa femme qui a repris le centre et qui s'en occupe très très bien. Il y a quelques salariés sur place, le chef des vétérinaires en particulier. Après, ça marche quand même beaucoup sur le volontariat. Il doit y avoir peut-être 7 ou 8 personnes embauchées et pour une cinquantaine de personnes sur place. Et après, il y a beaucoup de personnes qui viennent en guise soit de stage, qui sont en dernière année de veto ou qui sont enfin voilà. Ouais, sympa comme stage. En tout cas, il y a quand même, nous, c'est quelque chose qui nous avait un petit peu surpris. Toutes les nationalités sont étrangères. Ouais. Il n'y avait qu'une personne, il n'y avait qu'un ticos, comme on dit, les ticos. Il n'y avait qu'un costaricain, si je puis dire, qui travaillait dans le centre. Toutes les autres personnes étaient de nationalité étrangère. Ça peut un petit peu surprendre. Nous, en tout cas, ça a été le cas. Ouais, bien sûr. Vous pensiez être avec des locaux et en fait, c'est ça. Pas du tout. Bah, je pensais qu'ils seraient plus investis dans ce côté-là, ouais. C'est une question aussi de compétences, parce que malgré tout, les personnes venaient beaucoup d'Europe aussi, et puis il y a un coût aussi. Et puis il y a un certain coût, bien sûr. Il n'y a pas de centre au Costa Rica où tu puisses t'occuper des animaux sans payer. Ils accordent vraiment un point d'honneur là-dessus. L'animal est très très protégé. L'animal a quasiment autant de droits que l'homme au Costa Rica. Je vais te donner un exemple très précis. Tu n'as pas le droit de prendre un selfie avec un animal au Costa Rica. C'est interdit par la loi. Et les peines encourues si tu mets ça sur Instagram un réseau social, ou autre, c'est assez hallucinant. Ça va très Ils prennent ça très au sérieux, oui. Ils sont vraiment très protecteurs de leur pays, donc pour eux, il est normal que quelqu'un qui veuille venir travailler sur le territoire ou veuille venir visiter simplement paye le prix fort. Parce que quoi que tu veuilles faire, c'est quand même cher. Puis nous, ça nous a pas dérangé plus que ça quand tu vois où va l'argent, c'est-à-dire dans la bouffe, dans le matériel vétérinaire ou dans les enclos. C'est ça. Totalement. Nous, c'est ça. Je sais pas si on peut parler d'argent, mais c'était 300 € par personne, je crois. Ça peut paraître un peu cher pour un mois, et encore finalement pas tant. Je trouve pas tant que ça, mais d'accord, oui. Voilà. Et moi, j'étais content de voir où ça allait et de voir qu'on avait fait un truc. C'est clair, sachant qu'en plus vous allez quand même rester un mois dans le centre. Alors attention, un mois, nous ne sommes pas logés, nous ne sommes pas nourris. Et oui, et ça, il a fallu voir de notre côté. Donc finalement, ça grimpe très vite parce que vraiment, la vie est chère, les nuitées sont chères au Costa Rica. Surtout à San José. On s'est débrouillé de notre côté pour trouver une petite maison dans les bois qui nous a bien plu. Il y a eu quelques galères quand même, mais c'était assez coûteux. Il faut savoir que si des personnes veulent faire un volontariat au Costa Rica, c'est quand même un petit billet. Et Flo, du coup, je crois que c'était à toi de nous raconter tes missions dans le centre. Eh ben, j'ai commencé, je pense, comme n'importe quel volontaire, à la base, à faire un petit peu de tout. On te fait découvrir un petit peu tout. Comme disait Manon, tu vas passer le balai aussi bien que tu vas nourrir les animaux. Et donc, du coup, en tant qu'homme, tu peux aller t'occuper des adultes singes
parce que ils vont respecter finalement beaucoup plus une personne qui a de la testostérone, une personne qui est imposante physiquement, une personne voilà, plutôt qu'une femme ou qu'un enfant ou voilà. Donc on m'a très vite mis avec les singes parce qu'ils ont vu que ça se passait très bien, très 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 bien avec les singes, autant les singes hurleurs, donc je sais pas si tu vois ce que c'est, les petits singes noirs qui font des cris qui s'entendent de très très loin, que les petits capucins noir et blanc, voilà. Donc moi je m'occupais, au final au bout de 2 ou 3 jours, on m'a dit Florian, tu seras le responsable des singes, et j'ai été le plus heureux du monde. Je passais mes journées entières de 7h du matin jusqu'à 17h le soir avec mes potes les singes, et donc mon taf quoi, pendant tout ce mois-là, ça a été, j'arrivais le matin, j'allais dans les enclos pour les nourrir, je restais avec eux le temps du repas pour qu'ils voient que je suis là, que je suis toujours avec eux. Quand il y a les moments importants, faut leur montrer que t'es là. Repas terminé, je les prenais avec moi. J'avais toujours 2 ou 3 personnes pour me filer un coup de main, et que je formais en plus pour le moment où j'allais moi partir. Après, tu passes un détail quand même, parce que quand tu passais dans le centre avec tous les singes sur toi, faut quand même voir l'image qu'on voyait même pas sa tête, parce que Flo avait 12 singes, 12 à 15 singes sur son corps. Ouais. C'était quand même assez drôle. C'était même parfois un peu presque dangereux, parce qu'ils ont une force, c'est assez impressionnant quand même. Et en fait, le meilleur moyen qu'ils ont de s'agripper à toi, c'est de foutre leur queue autour de ton cou et de serrer fort et de se pendre comme ça. Et du coup, je partais avec toute ma tribu, je les emmenais... on les emmenait au final dans la jungle, et je les relâchais dans la jungle, et mon seul boulot de la journée, c'était de rester avec eux dans la jungle et de les voir évoluer toute la journée, d'apprendre un petit peu à les comprendre finalement, d'apprendre à repérer des comportements bizarres, d'apprendre à voir quand ils avaient envie d'aller plus loin que là où je les avais déposés, d'apprendre un petit peu à voir qu'est-ce qui se passait quand il y avait des singes sauvages qui venaient les chercher. Est-ce qu'il y avait de la peur? Est-ce qu'il y avait de l'affrontement? Est-ce qu'ils partaient ensemble? Les mâles, les femelles, comment ça se passait? Enfin, c'était vraiment un travail d'analyse, mais en même temps vraiment de kiff, mais vraiment c'était juste mais de préparation magique. aussi pour qu'un jour ils repartent. Tout à fait. C'est pour ça que là aussi, tu dois être un petit peu effacé. Tu es là parce que de toute façon, moi, ils me voyaient. En fait, le but de tout ça, de manger avec eux, d'être assez autoritaire avec eux, c'est un peu de devenir, le temps d'un mois, 1 mois et demi, le mâle alpha finalement de leur tribu. Et du coup, c'est vrai qu'ils viennent vite se cacher derrière toi quand il y a des singes sauvages qui viennent. Ils viennent vite se mettre à l'abri dans ton pull quand il va se mettre à pleuvoir. Ils viennent vite. Enfin, c'est vraiment un mélange entre être proche d'eux comme si tu étais leur chef et de leur famille, mais être loin d'eux parce que tu restes un humain. Donc, et pendant les 3 premières semaines, ça a été ça mon boulot. Les emmener en forêt. De toute façon, d'eux-mêmes, dès qu'il commence à faire nuit, dès que les singes sauvages rappliquent un petit peu, d'eux-mêmes, ils veulent rentrer de toute façon dans leur enclos. C'est hyper intelligent. C'est assez impressionnant d'intelligence, un singe. C'est une vraie famille à avoir évolué avec des normes, des codes. Enfin, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Faut le voir, je pense, pour se rendre compte à quel point tu as affaire à une famille, à un vrai groupe familial, une vraie société organisée de tout en haut à tout en bas. C'est impressionnant. Et donc, oui, le soir, je les ramenais chez eux, dans leur petit enclos. Pareil, repas avec eux, aménagement un peu de nouveaux jeux, remise de plein de branches, de plein de bois, de plein de trucs pour qu'ils puissent s'amuser. Et quand tout le monde commençait à fatiguer, moi je rentrais aussi parce que je commençais à fatiguer. Donc je rejoignais Manon dans notre petite maison dans la forêt aussi. Mais voilà, principalement, ça a été ça, moi, pendant 3 semaines, mon taf. Faire respecter au sein de leur tribu à eux, au sein de leur groupe, faire respecter l'ordre là-dedans, parce qu'ils ont un chef, que moi je devais prendre soin de ce chef, qui est une femelle d'ailleurs. C'est beaucoup comme ça chez les singes hurleurs, c'est matriarcal. Et voilà, m'occuper de tout ça pendant 3 semaines. Et c'était génial. Génial. Ce qui est cool aussi, je trouve quand même, dans ce que tu as vécu, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on était donc amené à sortir du centre pour ce qu'ils appelaient les balades des animaux, j'aime pas trop ce terme parce que justement ça fait très animal de compagnie, mais Flo en l'occurrence c'est ce qu'il faisait avec les singes. S'il y avait une bonne nouvelle, ça aurait été que l'un d'eux manque à l'appel pour rentrer le soir. Ça aurait signifié qu'il serait parti avec un groupe de singes sauvages. Et c'est quand même le but ultime dans tout ça, il faut pas l'oublier en fait. C'est vrai. Donc après, pas de chance pour le coup quand tu y as été, toi, à cette période-là, ça n'a pas Non, il n'y en a aucun été qui le cas. était parti, mais après, maintenant,
enfin en suivant sur les réseaux, ça me fait trop plaisir de voir, parce que du coup au début tu vois juste une tribu de 20 singes noirs, et au bout d'un moment tu connais tous leurs spécificités, leurs prénoms, leurs noms, d'où ils viennent, de quel âge ils ont. Et maintenant c'est vrai que quand je regarde un petit peu, parce qu'ils ont une page Facebook, Instagram, Jaguar Rescue, ils la tiennent très bien, et quand ils te disent bah voilà, Mikey il est parti, Mikey machin il est parti, ça fait trop plaisir. Je l'avais dans les bras et pouf il est parti, ça me fait trop plaisir, c'est trop cool. Trop chouette. Vous aviez jamais vécu d'expérience comme celle-là avec des animaux finalement? Jamais, moi non. Aussi intense, et surtout avec des Ouais, animaux, c'est ça. de tels animaux, des Sauvage. animaux sauvages, quoi. Ouais. Mais il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de moments très drôles aussi. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai envie de raconter, parce que mon premier jour avec les ratons laveurs, c'était quelque chose, quoi. J'arrive le premier jour, on me dit bah Manon, tu seras dans une team avec ces deux personnes-là qui étaient là depuis plus longtemps. Aujourd'hui, vous allez sortir les 3 ratons laveurs. Alors autant te dire que les ratons laveurs qu'on représente dans les dessins animés, un petit peu filous, un petit peu fourbes, ah bah ça vient pas de n'importe où, hein. C'est vraiment le cas. Et on m'a dit, Manon, il y a qu'une seule règle. Il faut surtout pas que les ratons laveurs aillent dans les bambous, parce que dans les bambous, il y a des boas. Pas de souci. J'arrive, je pose la cage, je l'ouvre, les ratons laveurs, ils vont où? Dans les bambous. J'en étais malade. Je me suis dit, mon premier jour, je vais me faire virer, ils vont se faire bouffer par les serpents, je vais me faire bouffer par le serpent. C'était très très drôle, franchement. Il y a eu quand même des barres de rire, certaines peurs par moment, mais... Et puis l'émerveillement, quand on était par exemple dans l'enclos des toucans, moi c'est mon oiseau préféré, hein, c'est... qu'est-ce que c'est beau, tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce que la nature est bien faite. En fait, tout simplement. Même moi je devais tous les jours avec moi, je devais emmener une fille parce que elles avaient pas l'occasion de bosser avec les singes adultes, et du coup il fallait que quand il y avait entre guillemets le mâle alpha, ou en tout cas un accompagnant qui savait gérer les singes, le but c'était quand même de faire profiter de ce moment génial dans la jungle avec les singes. Et donc il y avait toujours une fille qui venait avec moi. Et il y a quand même eu 2 après-midi je crois, où Manon est venue avec moi. Et c'est vrai que partager ça, enfin tous les deux, au milieu de la jungle, avec notre petite tribu de singes qui venaient, qui s'en allaient, qui sautent dans tous les sens. Enfin, il y a eu quand même des moments qui étaient assez dingues à vivre, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis ça te rend humble, je trouve. Nous, c'est ce que ça nous a beaucoup apporté, cette expérience en termes d'humilité, parce que quand on en parle, en tout cas, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais il n'y a pas grand-chose qui nous différencie quand même de ces petits êtres. Quand tu l'as vraiment en face de toi, que tu vois le détail de ses yeux, de ses réactions. Des mains, tu vois, les mains, les phalanges. Tu te dis, bon sang, on est pareil, quoi. Ah, en fait, y a pas grand-chose. Même l'organisation sociale. Ça te rend très humble d'être face à la beauté de la nature dans son état pur, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on croit avoir inventées ou qu'on croit avoir développées. Que dalle. Que non. Ouais, je crois pas. Non. On l'a hérité de... Mais exactement. Très certainement, ouais. Exactement. Tout à fait. L'homme ne descend pas du singe, l'homme est juste un primate lui aussi. Enfin, faut se le mettre dans la tête. C'est vrai que ça doit être flagrant quand on est en contact comme ça. Incroyable. Permanent avec eux. Ouais, tous les codes qu'il y a à apprendre, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai eu 2-3 petites morsures sur moi quand même quand ils avaient pas envie de m'écouter au début. Et s'il fallait que j'apprenne à communiquer avec eux finalement, à me faire respecter, et ben à la fin, tu me mords, je te mords. Oui, c'est vrai. C'était assez bestial. Voilà. Mais ça marchait très bien, ils comprenaient très bien. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez appris d'autre sur vous avec cette expérience? Moi, j'ai appris que je pouvais être patient déjà, mais pour les choses qui m'émerveillaient. Ah oui. J'ai absolument aucune patience dans la vie, dans notre vie la quotidienne. Ouais. Là-bas, vraiment, je pouvais passer 4 heures à regarder si un petit singe n'allait pas tomber et se fracasser quelque chose, si machin avait bien mangé parce qu'il était trop faible, si le truc se faisait pas embêter parce que lui il était malade. Ouais, une forme de patience et d'attention particulière que je me suis découvert en tout cas, ou qui s'est révélé, je sais pas, mais en tout cas je l'imaginais pas. Je pense qu'il y a un peu de ça, moi. Et Manon, t'as remarqué ce changement chez Flo? Ah ouais, ça c'était quelque chose, ouais. Ouais,
Ça se voyait sur son visage, cette sérénité, cette... Ah, moi, j'étais Flo, bien dans ma jungle. Hein. depuis que je connais Flo, il m'a toujours dit quelque chose. Moi, j'aimerais vivre pieds nus. Et en fait, tous les jours, je le voyais vivre pieds nus et je me disais, il est heureux là. Il est heureux, ça se voit. Ah ouais. Et quand je le voyais parmi les singes, c'est vrai que Les gens, ils vont me prendre pour Tarzan, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, en tout cas, que très vite, il a été, mis en tant que responsable des singes, parce qu'il y avait vraiment une forme de respect de la part de cette tribu qui était vraiment observable et qui était assez impressionnante. Parce que ils ont tenté par moments de mettre d'autres gars, tu te souviens, les Allemands? Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Il y avait comme une symbiose qui s'était installée entre Flo et les singes, et c'était perceptible, et franchement, c'était beau, quoi. C'était trop cool. C'est pas parce que c'est toi que je dis ça, mais c'est vrai, c'était beau. Ah, moi, je repars demain. Hein. Ah ouais, bah ça, j'ai bien l'impression, ouais. Moi, ça m'a montré que l'essentiel, il était là, en fait. Il était dans le fait de partager ça déjà avec Flo, et dans le fait d'être démuni de matériel, mais très riche de relations, même pas humaines finalement, mais de se sentir utile auprès d'animaux qui ont malheureusement, d'une certaine manière finalement, subi les ravages de l'homme, j'ai envie de dire. Il y a eu de l'humain quand même là-bas. Il y a eu de l'humain. On a rencontré des gens géniaux. Bien sûr. On a passé des très bons moments avec autant des Français que des étrangers d'ailleurs. C'est de ça quand je parle de l'essentiel, c'est que je veux dire, et je pense que ça tu seras d'accord avec moi Adèle, mais étant dans la communication, le marketing, le digital, on est très vite un petit peu enlevé de toutes ces... du vrai. De toutes ces relations oui. humaines, et d'avoir retrouvé ça... C'est le comble pour des gens qui font de la communication. Bah, mais... En même temps, on voit un peu notre âme au diable, je trouve, avec ce métier. C'est pas faux. Plein de fois ça. Et effectivement, ça a été très fort, et je pense que c'est quelque chose qui s'est donc concrétisé pour parler de cette dernière semaine qu'on a passé du coup à la CIBA. Donc c'était très drôle parce que il y a eu d'autres volontaires qui sont partis avant nous, et on a eu leur retour à chaud. Quand ils sont revenus, ils nous ont dit « N'y allez pas, c'est un cauchemar ». C'est pas vrai. Et avec Flo, ça n'a produit qu'une chose, c'était l'envie d'y aller absolument. C'était des gens qui n'étaient pas du tout faits pour ça, alors. Ah, c'est clair, en fait. Qui avaient aimé être dans un centre avec une forme de confort, qui avaient aimé la proximité avec les animaux, je pense. Ouais. Mais c'est totalement différent de l'autre côté, il faut vraiment se le dire. L'autre côté, c'est un autre monde. C'est très rudimentaire. Et en fait, on avait ce petit bagage, Flo et moi, d'avoir déjà finalement voyagé quand même déjà 2 mois dans les pattes. Ouais. Chose que les autres volontaires n'avaient pas, puisqu'ils venaient spécialement pour le volontariat au Costa Rica et rentraient chez eux ensuite. Donc c'est vrai que ça a été, j'allais dire, la douche froide. Expérience aussi. Au sens propre du terme, parce qu'en fait, effectivement, les douches qu'il y avait là-bas, soit elles étaient glacées, soit parfois il n'y avait pas d'eau. Et nous, ça nous a pas trop posé de problème, à vrai dire. Si, on a eu un problème quand on s'est fait envahir des fourmis boules, machin, en pleine nuit, et on s'est fait bouffer par 1 million de fourmis. Vous n'êtes pas les malins quand même. J'aime commencer cette histoire en disant que nos parents nous ont toujours dit c'est pas la petite bête qui bouffe la grosse. Et en fait, pas vrai. C'est pas vrai. Totalement faux. Il y a une fourmi au Costa Rica qui fait la taille, je sais pas, je dirais 2 mm, mais combien qui, elle est toute minuscule. Ah ouais, c'est pas les plus grosses. Mais par contre, quand elles font légion, par exemple dans ton lit, tu sais, un moment où tu dors profondément et qu'elles viennent te voir et te rendre visite, alors c'est très simple, c'est une fourmi qui t'injecte une sorte de petit venin qui pendant 15 minutes te donne l'impression que tu t'es cramé la joue, quoi. C'est horrible. Ouais. Et pendant une nuit, elles ont décidé que j'étais leur dîner. Et effectivement, ça a été compliqué. Ça a été assez compliqué, mais c'est la mauvaise expérience qu'on a vécue, et encore, ça n'en est pas une. Non, comment on en parle, c'était drôle. Il y a des crèmes exprès pour calmer ou même pas? La patience. La patience. Tu vois, ça nous a appris qu'on était patient. Voilà, t'as pas le choix. Non, il n'y a rien de spécifique à faire, malheureusement, c'est la patience. Et puis, pareil, c'est des petits problèmes. À côté de ça, quand tu vis ce qu'on a vécu dans ces journées-là, c'est des petits problèmes. Parce qu'en l'occurrence, dans ce centre-là... Pour le coup, je pense que cette dernière semaine, elle a été plus forte pour toi, par rapport au singe. Ouais, c'est vrai. Cette dernière semaine-là, moi, j'ai eu un rôle particulier envers un singe qui s'appelait Bella. Pareil, normalement, ça aurait dû être un homme qui aurait dû
voilà, être avec elle, mais Bella m'avait un petit peu choisie. Et je savais pas pourquoi, ça s'explique pas de toute manière, Tu mais étais la seule qui la venait voir quand du elle coup se on barrait. m'a dit, bah maintenant si tu veux bien, tu auras ce rôle toute la semaine, de t'occuper de Bella. Et mon rôle, c'était de partir le matin avec Bella sur les épaules, de partir le plus loin possible dans la forêt. Ah ouais. Et il y a un endroit particulièrement que j'aimais beaucoup, qui était près d'un arbre qui s'appelle justement un ceiba, qui était vieux d'au moins 800 ans. J'ai une photo avec, je suis minuscule à côté de l'une de ses Ah racines. ouais. C'est pour te dire, essayer de t'imager la taille de la circonférence de cet arbre. Mhm. Et j'aimais beaucoup me poser ici et essayer de regarder Bella gambader. En fait, c'est vrai que j'ai vécu une semaine assez forte avec ce singe femelle parce que Bella, malheureusement, a eu un impact de l'homme beaucoup trop fort sur elle. Oh. C'est-à-dire que elle reproduisait par mimétisme l'humain plutôt que d'aller retrouver ses semblables dans les arbres. Et ça me déchirait le cœur parce que Mais il fallait être méchant avec elle. elle en plus. restait avec moi au sol et elle voulait que je la prenne dans ses bras, vraiment me tendre ses pattes Elle voulait envers un moi. câlin. Ah, Elle voulait vraiment. des câlins, ouais. Et là, je me suis dit, mon Dieu, quel dommage. Les volontaires ont certainement mal fait leur travail parce que Bella, ça fait des années qu'elle est dans le centre et ils n'arrivent pas à la faire partir. Elle ne veut pas partir avec les autres singes, malgré que certaines viennent la voir. Moi, j'ai déjà eu ce bonheur de voir d'autres singes qui s'interrogeaient sur ma présence, sur la sienne, savoir s'ils pouvaient jouer avec elle. Et moi, je me faisais le plus petit possible et parfois je rentrais. Mais Bella finissait toujours par revenir au centre et j'allais la remettre dans son enclos. Et c'était dur, c'était vraiment dur de se dire que ce singe peut-être finira sa vie de cette manière-là, en pleine crise identitaire finalement, à cause certainement de l'homme qui a voulu bien faire, mais Ouais, qui a c'était mal pas fait. facile de devoir cette semaine-là. Tu gommes un peu tout ce que tu as fait les 3 semaines d'avant et tu deviens le plus froid possible, voire enfin les personnes qui nous ont formés pour cette semaine-là sont vraiment, comme le disait Manon tout à l'heure, très 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 haut placés et avec des connaissances assez ouf sur les animaux, sur la vie sauvage. Ils ont été responsables de centres un peu partout dans le monde. Et bref, ils nous ont expliqué, ils nous ont montré comment fallait agir avec ces animaux et il y avait une forme presque de méchanceté. Mais finalement, il faut que malgré toute la gentillesse et le soin que tu as pu apporter à l'animal pendant tout le temps où il était au centre, il faut que la dernière image qu'il ait de l'homme, ce soit une mauvaise image. C'est horrible. Ben oui, mais parce que sinon, Faut qu'il en reste le loin. nombre de singes qu'on a croisés au centre, qui manquait un morceau de queue, un morceau de patte, parce que trop habitué à l'homme, il va se servir chez le paysan du coin, et pouf, le paysan il arrive, ils ont tous une machette à la ceinture là-bas. Ouais. Coup de machette, un petit morceau en moins, et ben voilà. Et le but là, c'est vraiment qu'il garde presque une mauvaise image de toi, et que la prochaine fois qu'il croise un homme, et ben il s'en aille le plus loin possible. Qui se méfie, ouais. Exactement. Et du coup, t'as passé 3 semaines à être très proche, à gagner la confiance, et là, tu repasses ta dernière semaine où, bien ça a sûr été que c'est dur. beau, hein, c'est très Ouais, beau c'est ce aussi que j'allais dire, de, c'est très difficile. Hein, de les quand faire même. partir, c'est beau quand tu vois. Ben voilà, j'avais des ratons laveurs, moi, à les balader, j'avais une espèce de loutre dopée aux hormones qui courait dans tous les sens, qui était tellement drôle. C'était très drôle. Elle était trop drôle, Finger, elle s'appelait. À les balader, pareil. Les voir partir, les voir évoluer et là devenir de plus en plus sauvage, c'est génial. Mais être méchant, c'est beau, c'est compliqué, hein. C'est super compliqué. Et cette semaine était quand même hyper enrichissante. On a adoré, pas de problème tu la te lèves douche le froide, matin, c'est tu pas mets grave. tes bottes, t'as un serpent dedans, tu vas déjeuner, t'as des araignées au-dessus de la tronche. Ouais. Donc ça, c'est cette semaine que vous avez passée dans la jungle? Ouais, Tout c'est à ça, fait. ouais. Exactement. C'est exactement ça. Une semaine merveilleuse aussi avec l'équipe de volontaires très réduite cette fois qui était avec nous. Où on a passé parfois des moments à pas forcément se comprendre au sens propre du terme parce qu'il y avait une barrière de la langue par exemple, mais je me souviens de moments particuliers où on allait se poser sur par exemple la nacelle, tu sais. Ah, pas la nacelle, la tour là. La tour, là, ouais, je dis une nacelle, mais c'était une tour où on observait les étoiles dans le ciel parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse forcément dans la jungle. Pas de lumière, ni pollution tout court. Et ce moment partagé juste avec plein de personnes que tu ne connais pas vraiment, dont tu croises la vie un court instant. Ouais, c'était cool. Et c'est beau de partager des instants pareils. C'est ça le voyage aussi, quoi. Et pour nous, c'est une belle définition, ça, que de se dire, tu croises le destin de certaines personnes, le chemin de certaines personnes. T'as pas besoin de tout savoir sur elles, mais tu partages un moment, un instant T. En plus, ils étaient là pour les mêmes raisons que nous à ce moment-là, donc c'est vrai que
Des fois, t'as même pas besoin d'avoir une conversation philosophique pendant 3 heures pour comprendre que t'as à peu près le même point de vue sur la vie que ces gens-là. Ouais. Et ouais, c'était assez cool. C'est vrai que j'avais les mêmes images sur ce tour-là où des fois on y allait, personne se parlait, on était tous contents. Ouais. Tout le monde était content. Votre mode de vie, c'est hyper rudimentaire. Ah ouais, vraiment, on se levait, on partait préparer à manger pour les animaux, on allait donner à manger aux animaux. C'est ça. Chaque animal avait il y avait un protocole particulier de nourriture pour chaque animal, pour un petit peu, on parlait un petit peu dans le détail. Il y avait des équipes qui étaient définies la veille, et puis un matin sur deux, il y avait une équipe qui se levait vers 4 heures du matin pour commencer à préparer les gamelles. Donc les repas étaient établis par contre par un vétérinaire qui proposait vraiment tel fruit, tel légume pour tel animal en fonction de son alimentation. Bien sûr, ça devait se rapprocher le maximum de son alimentation naturelle, ce qu'il allait trouver dans la nature ensuite. Et ensuite, nous devions du coup apporter les gamelles aux enclos. Et puis l'équipe qui se levait un peu plus tard prenait le relais pour ensuite sortir les animaux et partir en forêt, pouvoir les balader, soit au plus près des cours d'eau pour tout ce qui était loutre, raton laveur, soit au plus près des arbres pour ce qui était particulièrement singe en fait. Il n'y avait pas d'autres. Si, il y avait les fourmiliers aussi qui aiment bien grimper aux arbres. Il y avait C'est vrai. Il y avait 2-3 autres. C'était le protocole, et puis on avait la chance le soir, si on le souhaitait, de partir avec une des volontaires qui, elle, était là depuis un moment. En fait, c'était la femme de celui qui s'occupait de cet endroit-là. Donc lui était anglais, et elle était française. Et c'était un couple. Et du coup, on avait cette chance de pouvoir communiquer avec elle. Et elle était plus passionnée par la vie nocturne, entre guillemets, puisque serpents, araignées, tout ça. Et ouais, on a eu cette chance en plus d'aller se faire des petites balades avec elle en plein milieu de la jungle. De nuit, c'était assez dingue. Alors, la jungle, dans la nuit, au milieu de rien, c'est quelque chose. Parce que c'est très, très bruyant. Ah ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. À ce qu'on pourrait s'imaginer, ouais. Pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup de bruit et franchement, par moments, t'es bien content d'être tout seul. Et d'avoir ta lampe torche. Parce qu'il y a une sorte de vie qui prend la nuit. C'est ça, ouais, qui se réveille. Une toute autre ambiance, toute autre animaux. Et Manon qui a une phobie des araignées qui se retrouvent nez à nez avec des migales tous les 3 mètres, c'était sympa. Ah ouais, là-bas ça rigole pas, ouais. Oh, c'était quelque chose, ouais. Et est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses sur ce que ce voyage vous a apporté ? Si on en reste déjà sur le volontariat, ça nous a apporté une chose, c'est que ça sera pas le dernier. Ouais. Ça, c'est sûr que ça a développé en nous on était en quête de sens, et on a trouvé en tout cas quelque chose de sensé en s'occupant des animaux. C'est une cause qui nous touche beaucoup, de plus en plus, surtout par les temps qui courent. C'est vrai que c'est un sujet en ce moment qui fait beaucoup débat, et on en est très content. Mais c'est un petit peu aussi rythmé la suite quand même de notre voyage. Je pense notamment aux étoiles de mer, Flo, tu te souviens ? Ouais, c'est vrai, ouais. On avait des petits combats tout au long du voyage qui nous tenaient à cœur, sur les étoiles de mer, sur l'information, sur ce qu'on rencontrait. Finalement, on se renseignait, on essayait d'y prendre part, et on essayait de se battre un petit peu avec nos pauvres armes des réseaux sociaux et quelques gens qui nous suivaient. Et voilà, on s'est battu un peu avec ça. Et on a trouvé ça cool. Et ce sera pas la dernière fois non plus, quoi. Non, c'est clair. Et ça a changé un peu votre vision, pas de la vie, mais... Totalement. Si, est-ce qu'on peut dire de la vie ? Je sais pas si c'est un peu fort, mais... C'est un peu fort, c'est hyper cliché, on est d'accord, mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Que ce soit cette expérience-là où on a eu la chance aussi de pouvoir aller vivre, nous, quelques temps avec les Ambera, qui est une tribu du Panama. On a eu la chance de pouvoir aller vivre avec un petit moment avec les Kogi, qui est une des plus vieilles tribus du monde, qui est dans la Sierra Nevada en Colombie. Mon projet qui découle de la rencontre des Wayuu quand même. Et les Wayuu, effectivement, dans le désert de la Guajira en Colombie. Et Manon a monté un projet autour de ça, tellement ça nous a marqué, pour les soutenir, pour les aider, pour que les gens le découvrent aussi un peu leur art finalement. Avec toutes ces expériences-là, si, franchement, moi j'ai pas peur ni honte de dire que ça a totalement changé ma vision de la vie. Oui, totalement. Tout à fait. Totalement. Sur les priorités, sur ce vers quoi je veux m'engager, sur ce qui m'intéresse, sur les relations qui m'intéressent, si, moi ça a tout changé. Quel sens donner à notre vie, quelle touche on peut apporter, quelle aide on peut apporter.
Et du coup, vous en êtes où aujourd'hui dans votre vie? Aujourd'hui, Eh ben, je pense que notre vie a repris malgré tout, malgré tous les efforts que tu fais pour rester dans un mood de voyage et dans cette bulle dans cette bulle où tu as envie que tout ce que tu de as vécu te bienveillance. serve et que ça reste en toi. Malgré tout, tu finis toujours happé, pas en entier, mais une bonne part de toi happé, je pense, par la ville, par le travail, par le rythme, Ce par que la beaucoup de choses. société attend aussi de toi. Ouais. je Mais pense. oui. Ouais, aussi. C'est vrai que ça a été. C'est une claque que tu prends en rentrant de voyage, hein, quand même, hein, de refaire face d'un coup à Ah bah oui, tout ça peut ça. être un choc. Hein. Ça a été un choc. Après, on a essayé de se préserver pendant longtemps, quand Ouais, il même. faut savoir quand même que 2 semaines, même pas 10 jours avant qu'on rentre, on était au milieu de la Sierra Nevada en train de manger des fourmis avec les corgis et se doucher dans les fleuves qui est tressé par là. C'est ça. Oui, donc la transition est quand même un peu Et violente. 10 C'est jours ça. plus tard, tu Elle a débarques été à rude. Paris ou je sais plus si non, à Lyon. Tu débarques à Lyon. Ça a été rude. Ouais, c'était compliqué. Ça a été rude. Manon mais... qui disait bonjour à tout le monde dans les métros, qui Quelle erreur! bonjour. Ah, elle dit ce qu'elle veut, celle-ci. C'est clair. Quelle erreur! Mais qui est cet illuminé? Ah, mais C'est ça. complètement. On a eu la chance d'avoir une amie qui nous a un peu, qui nous a coucouné quand on est rentré, et qui nous a offert une petite chambre chez elle parce qu'on n'arrivait même pas à retourner vivre dans notre appartement au début. Ah ouais, d'accord. Ça, Donc, c'était décompression. Ah oui, donc un retour assez compliqué quand même. Ouais, carrément. Le retour a été compliqué. Néanmoins, on a essayé vraiment, comme je disais, de garder certaines habitudes pour rester plongé dans cette bienveillance qu'on avait grâce au voyage envers nous-mêmes et envers les autres. Tout le Beaucoup monde. plus de tolérance, de patience. Malgré l'hostilité quand même assez ambiante de notre société. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles, enfin, c'est vrai que moi j'ai envie d'en parler parce que c'est quand même quelque chose sur lequel tu m'aides beaucoup, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé notamment de monter un projet de mode éthique suite à la rencontre d'une des populations dont on a parlé brièvement, les Wayuu, qui est une population du nord de Colombie qui vit sur la frontière vénézuélienne et colombienne. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur incroyable pour cet artisanat. Et Flo et moi avons décidé de l'importer en France, mais dans le cadre vraiment d'un projet éthique. C'est-à-dire qu'on est en contact avec cette personne qu'on a rencontrée, cette artisane Wayuu, sa famille. La petite Lucie. Nous essayons de travailler main dans la main pour faire importer ces produits en France, les faire connaître sa condition, leurs conditions de vie. Ouais, puis là, actuellement, au-delà de tout ça, les aider tout court. Et les aider tout court. Parce qu'en ce moment, avec le Covid, c'est très compliqué. C'est pas la même qu'ici. Hein. Et c'est comme ça qu'est né Wayuu, la boutique éthique. Et je crois qu'on peut être fiers quand même aussi de ce petit projet, quoi. Carrément. C'est un chouette projet, disons. C'est un chouette projet. Et c'est vrai que ça nous aide par moments où, comme tu dis, la brutalité de ce monde, l'hostilité des gens du côté urbain nous plombe un peu le moral. Et ben, ça nous fait du bien de garder le smile avec ce type de projet qui nous rappelle l'essence même de ce voyage qu'on a fait. Ou alors de raconter notre voyage dans des podcasts. Ouais, c'est pas mal aussi ça. C'est une bonne thérapie, hein, souvent. Ouais, carrément. On va pas se mentir. En tout cas, si je peux ajouter une dernière chose peut-être pour les gens qui pourraient peut-être être intéressés par ce centre qu'on a fait. Ah oui. On a eu la surprise de découvrir sur Netflix que Zac Efron s'est rendu dans le centre Jaguar Rescue Center, dans cette émission qui s'appelle Down to Earth, il me semble. Ouais. Du coup, on en a parlé à des copains qui se sont dit « mais trop bien, on va voir à quoi ça ressemble ». Et ça nous a replongé un petit peu quand même dans quelques souvenirs. Oui, c'est vrai que les gens peuvent aller voir. Et si des gens sont intéressés pour vivre une telle expérience, franchement, on peut leur conseiller déjà de regarder cet épisode-là. C'est assez drôle. Cool, merci pour la petite reco. Et je vous proposais de passer à la conclusion de notre échange. Donner peut-être un peu de, je sais pas dire si on peut dire courage, mais voilà, des personnes qui aimeraient par exemple se lancer mais qui n'osent pas et qui du coup restent au point zéro, si je puis dire. Alors allez manger une glace, posez-vous. C'est ça. Prenez votre téléphone. Le plus dur, c'est de mettre validé. Après, c'est bon, c'est réglé.
Non, mais c'est clairement ça. Sachez quand même, petit avertissement, si vous vous lancez, c'est très dur de s'arrêter. Par contre, après, nous, enfin, on peut en parler aussi. On parle du voyage ou du volontariat d'ailleurs? Un peu tout, du coup. Un peu des deux. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, nous, on est en train de regarder pour repartir. Donc, effectivement. Donc dans un autre endroit ou toujours dans le même centre? Dans un autre endroit, dans un autre voyage, peut-être plus long. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que quand on commence, c'est difficile de s'arrêter déjà. Mais que dire comme conseil? Juste se lancer, Pour en la fait. première fois, c'est ça. Hein. Moi, je pense que c'est la plus belle expérience, en fait, qu'on ait pu faire. Et je crois que c'est la plus belle expérience de vie qui t'apprend beaucoup sur toi-même. Ça, c'est clair. On est vraiment... j'aime bien cette expression de dire tu pars à ta rencontre. Parce que je crois que pour nous deux, ça a été le cas. Après, on a eu beaucoup de chance aussi, parce que pour nous deux, ça s'est aussi bien passé. Ouais. On pourrait aussi rassurer des couples qui voudraient s'y lancer. C'est une très très belle expérience de vie. Enfin, nous, ça nous mène aussi à des beaux projets. Oui, aussi. Mais il faut pas voir ça comme une montagne. Beaucoup de personnes nous ont dit mais ça coûte cher, mais vous avez tout lâché, mais ça doit être dur. Mais pas du tout en fait. C'est la plus belle expérience qu'on ait faite, de sortir de sa zone de confort, partir, d'explorer, de se rendre compte que non, ça coûte pas si cher que ça, peut-être moins que la vie en France d'ailleurs par moment. Et que prendre son courage à deux mains, c'est, comment dire, se faire confiance, quoi. Ouais, et puis juste, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que même au plus profond d'une jungle ou d'un désert ou de ce que tu veux, tu n'es toujours dans n'importe quel point sur Terre qu'à 48 heures de Paris. Tout ce que tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras à 48 heures de Paris. Donc il n'y a aucun risque finalement à partir, ça ne te plaît pas, tu rentres, ça te plaît, tu continues. Il n'y a aucune honte aussi, parce qu'il y a des gens qu'on a rencontrés qui nous ont dit au bout d'un mois, j'en avais marre, je voulais rentrer chez moi. Tu peux rentrer, ça peut ne pas te plaire, mais essayer. Tente. Ouais, il faut essayer. Il y a tellement de choses belles à découvrir sur toi, sur les gens, je dis pas que, un voyage au niveau nature et animaux, c'est pas forcément ce qui plairait à tout le monde, hein. Il y a plein d'autres sortes de voyages, dans des endroits moins reculés, des endroits plus viles, des endroits plus froids, des endroits plus chauds. Mais il faut le faire. C'est vrai que des voyages où on donne tout comme ça, je pense à mon invité Chris de l'épisode 33, qui est parti du coup au Sénégal. Ouais. Il disait que finalement, lui, il donnait tout. Et que parfois, ça peut étonner les gens de dire ouais, cette personne, elle est partie 5 mois tout donner à des personnes qui n'ont rien. Et que finalement, lui, même s'il donnait tout comme ça, il a dit qu'il se sentait encore plus riche que ces personnes-là de tout ce qu'il a pu apprendre d'elles. Exactement. Totalement. Ouais. J'ai un exemple qui est là-dessus. Quand on est rentré, un de mes meilleurs amis qui m'a dit quand on est rentré, et maintenant que vous êtes pauvre, vous allez faire quoi? Et ça a été compliqué de lui expliquer, mais de lui dire, mais tu sais pas à quel point je suis plus riche que toi, mon pauvre. Donc je comprends qu'il y a des gens qui donnent tout. On a une amie qu'on a rencontrée pendant le voyage, Jenny, qui est un petit peu comme ça. Qui est venue dans le podcast. C'est la voyageuse. Ah voilà, oui, tu vois, voilà. La voyageuse. Ah oui. Au Togo. Exactement. Ah oui, c'est ça, au Togo. Qui a monté des projets de dingue parce qu'elle est comme ça. Et il en faut des gens comme ça, heureusement qu'il y a des gens. C'est ça. Mais t'es pas obligé non plus, ça peut être un truc solitaire, ça peut être quelque chose que pour toi, t'es pas obligé de partager, de donner, c'est pas obligé, ça peut être que pour toi. Pour les personnes que ça intéresse, c'est l'épisode 19 avec Jenny, Togo, ensemble on va plus loin. Exactement. Et écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de votre temps pour nous raconter ce beau voyage, ces beaux moments que vous avez passés dans ce centre avec des animaux, avec ce retour à l'essentiel. Oui, c'est très bien résumé, ce retour à l'essentiel. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir donné ce privilège de pouvoir reparler de tout ça et se replonger un peu là. C'est chouette. On va regarder des photos. Oui, on va regarder des photos maintenant. Bon, je vous remercie, puis à bientôt. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.